Merci. Alors, si ça vous convient, donc, on va parler sans micro parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne acoustique dans cette salle. Par contre, je vais parler assis si ça ne vous dérange pas, étant donné que je ne suis pas dans une forme olympique. Donc, je vais donc vous parler des images de la vieillesse comme images d'altérité. C'est le titre que j'ai choisi pour aujourd'hui, en me basant sur un constat de départ qui est que les images de la vieillesse sont majoritairement négatives, fondées sur des stéréotypes qui insistent beaucoup sur les pertes et sur le déclin, et ceci à la fois par les jeunes et par les personnes âgées elles-mêmes. Alors on a plusieurs sources pour étayer ce constat. On a une étude qui date de 1994 qui comparait effectivement les points de vue d'une population jeune avec des 20-24 ans et une population plus âgée avec des 65-74 ans. Et effectivement, ces deux groupes d'âge décrivaient majoritairement la vieillesse à travers les pertes, à travers ce que les personnes âgées ne peuvent pas faire, ne peuvent plus faire, ce qu'elles ne sont plus, etc. Une étude actuellement en cours confirme cette tendance où tant les jeunes que les vieux, quand on leur demande d'énoncer des termes qui qualifient la vieillesse, associent majoritairement la maladie à cet âge de la vie. Alors la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est comment se fait-il qu'une population âgée se représente négativement un âge de la vie dont elle fait a priori elle-même partie. Et pour répondre à cette question qui date déjà donc de cette étude de 1994 dont je vous parlais, la chercheuse qui a mené l'étude, Patricia Roux, formule une hypothèse en disant ces gens que j'ai interviewés, que j'ai rencontrés, qui sont pour la plupart dans une forme physique encore bonne, lorsqu'ils s'expriment sur la vieillesse, sur les personnes âgées, eh bien les vieux dont il est question, ce ne sont pas eux, ce sont les autres. Ce sont toujours les autres. Dans une étude que j'ai menée moi-même, qui portait donc spécifiquement sur les contenus des représentations de la vieillesse, je me suis rendu compte d'une part que ces représentations étaient ambiguës, donc pouvaient être relativement équivoques, et qu'elles pouvaient également être multiples. Alors je précise que les gens que j'ai rencontrés pour travailler donc sur ces représentations sont des jeunes adultes qui étaient âgés de 25 à 40 ans. Et en fait, dans les discours, dans les énoncés qu'ils me faisaient sur la vieillesse, en fait, il y avait deux représentations qui émergeaient. Une première qui est la représentation de la vieillesse comme âge de la vie, où on parle à la fois de l'inéluctable déclin, qu'on sera moins en forme avec l'âge, qu'il y a le risque du handicap, le risque de la maladie, le risque effectivement d'avoir un certain nombre de pertes. Il est question aussi beaucoup de relativiser la vieillesse avec des énoncés du type « mais la vieillesse c'est dans la tête » ou la vieillesse est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger comme ça d'emblée. Et puis un troisième élément donc, de cette première représentation qui est en quelque sorte la résolution de la tension qui peut être créée par une représentation d'un déclin inéluctable avec la vieillesse et une relativisation en disant la vieillesse est dans la tête. Et cette résolution de la tension, c'est tous les énoncés qui ont trait à la sagesse. Donc avec la vieillesse, on perd des choses, ou on risque en tout cas fortement de perdre des choses. Je parle toujours de représentation, mais on acquiert aussi un certain nombre d'autres choses, entre autres la sagesse. Deuxième représentation fondamentalement différente que j'ai trouvée dans ces entretiens que j'ai faits, c'est la vieillesse comme problème social. Où là, tout d'un coup, on nous parle de la charge sociale que représentent les personnes âgées, qu'on parle du poids que ces personnes et à quel point ça pèse notamment sur les systèmes de santé, on parle d'EMS, on parle de maisons de retraite, on parle d'exclusion, de mise à l'écart, etc.
Alors j'ai été assez intriguée par cette double représentation, enfin ces deux représentations. Et en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que selon quelle représentation est la plus forte s'impose, ça dépend de la position du locuteur par rapport à la vieillesse et par rapport au groupe personnes âgées. Alors là, j'espère que vous allez voir que c'est un peu petit. Il y a deux situations. La première situation, la personne qui parle, est âgée donc entre 25 et 40 ans, parle de la vieillesse comme étant quelque chose qui se situe dans son propre avenir. Et effectivement, dans cette configuration-là, dans ce positionnement-là, la personne donc parle de sa future vieillesse et les éléments qui émergent de son discours sont des éléments de type la vieillesse comme âge de la vie. Par contre, un deuxième positionnement, c'est quand tout d'un coup la personne parle au nom de sa classe d'âge, nous les jeunes adultes, nous les 25-40 ans, et tient un discours sur les personnes âgées, sur la vieillesse, en tant qu'autre catégorie de population qui coexiste de façon synchronique dans la même société. Et là, effectivement, il est question de charges sociales, de financement de la vieillesse, de problèmes sociaux. La vieillesse comme problème ou comme défi posé à la société. Et ceci apparaît en particulier à travers des signes linguistiques où dans le premier positionnement, il est beaucoup question de moi, je, mon avenir, dans l'avenir, etc. Dans le deuxième positionnement, on parle plus de les personnes âgées, ceci, cela, il, elle, ceci, cela, ces personnes, etc. Dans le deuxième rapport à la vieillesse, il y a une mise à distance, nous, eux, qui s'opère. Et effectivement, c'est en relation très fortement avec une problématisation de la vieillesse. La question de l'identification à la vieillesse est également à l'œuvre, ou plutôt la mise à distance est plutôt à l'œuvre aussi dans une enquête, cette fois européenne, donc on sort de la Suisse, une enquête européenne de 2006, qui montre que la vieillesse, l'entrée dans la vieillesse est toujours repoussée au-delà de son propre âge, et ceci jusqu'à 70 ans. À partir de 70 ans, l'entrée dans la vieillesse est de plus en plus proche de son propre âge, voire intervient auparavant si on pense à des personnes à qui on a posé la question qui ont à partir de 80 ou 90 ans. Idem pour l'identification à la vieillesse. Est-ce que vous vous identifiez à la vieillesse? On voit sur ce tableau-là que seuls 17% des personnes âgées de 60 à 69 ans s'identifient à la vieillesse, estiment qu'elles font partie de cet âge-là ou de cette catégorie-là. Ça passe à 60% pour les gens qui sont âgés de 70 à 79 ans. Et puis chez les 80 et plus, c'est 95%. Donc plus on avance en âge à partir de 70 ans, plus on s'identifie à la vieillesse. Donc on repousse, l'identification est repoussée, on va dire quand même assez loin. Et puis, si on va encore plus loin, d'autres études, par exemple des études nord-américaines, montrent qu'effectivement, la vieillesse n'est pas une catégorie d'identification positive pour les personnes âgées. Dans la mesure du possible, on continue à s'identifier à la catégorie jeune, et en tout cas tant que c'est possible. Tant que les signes manifestes de la sénescence ne sont pas intervenus, tant que l'âge ne se manifeste pas ostensiblement, par exemple à travers des problèmes de santé. Donc on pourrait dire que la vieillesse, si elle n'est pas une catégorie d'identification, est une catégorie, on va dire, d'acceptation ou une catégorie d'appartenance forcée. À un moment donné, on est forcé de reconnaître qu'on fait partie de la catégorie vieillesse. Donc ce n'est pas une catégorie positive à laquelle on s'identifie spontanément. Ces différents résultats que je vous présente évidemment un peu au pas de charge
me font poser l'hypothèse que le rapport social à la vieillesse est un rapport à l'altérité. La vieillesse comme altérité. Et pour poursuivre la réflexion, si donc les représentations de la vieillesse sont à considérer comme expression d'un groupe dans sa relation à l'altérité, alors quelle est l'identité? Donc on voit quel est l'autre, quelle est l'identité? Quel socle identitaire, quelle valeur sociale la vieillesse met en péril pour provoquer justement cette mise à distance. Et là, je vous propose une réflexion donc sur cette question, quel rapport à l'identité la vieillesse met-elle en péril? Et une réponse pourrait être offerte par la distinction qui est classique en gérontologie, en étude du vieillissement, distinction entre l'autonomie et la dépendance. L'autonomie, en effet, n'est pas seulement un concept qui sert aux professionnels, aux chercheurs dans le domaine du vieillissement à mesurer, par exemple, la santé fonctionnelle, à mesurer un certain nombre d'aptitudes, mais c'est aussi une des valeurs cardinales de notre société. Alors cette valeur, elle a un petit peu le statut d'épée de Damoclès, puisque l'aptitude à l'autonomie, l'aptitude à décider de sa vie, à organiser sa propre vie, peut à tout moment être mise en péril, entravée, altérée ou perdue. Donc l'autonomie, on l'a, mais on peut aussi la perdre. Donc une personne âgée, qui n'est donc pas, on l'a vu, forcément une personne vieille ou qui ne se vit pas comme telle, ça veut dire que la vieillesse ne se superpose pas avec d'autres marqueurs de l'avancement en âge tels que la retraite. Donc ce n'est pas parce qu'on est retraité qu'on se sent faire partie de la catégorie vieillesse. D'ailleurs, l'expression même de retraité est relativement récente dans l'histoire de nos sociétés. C'est une figure sociale qui date de l'invention de l'instauration de la retraite au milieu du XXe siècle. Donc je signale au passage que avant donc l'instauration de la retraite, le terme de vieillard était encore très souvent utilisé, notamment comme catégorie statistique pour les études, mais également dans le langage courant. Donc le retraité, la personne âgée qui est conçue dans le langage commun comme quelqu'un qui n'est pas encore vieux et qui est encore autonome. Donc la personne âgée ou le retraité comme autonome et le vieux, celui qui aurait éventuellement perdu son autonomie ou qui est en train de perdre son autonomie. Donc le qualificatif de vieux ou l'entrée dans la vieillesse serait marqué par la perte d'autonomie, par le début de la dépendance, par le handicap, par la maladie, par la fatigue, etc. Donc l'aptitude à l'autonomie, l'aptitude au pouvoir-faire marquerait la frontière entre ce qui est socialement valorisé, l'autonomie, ce qui est socialement attendu aussi, et ce qui est rejeté, ce qui n'est pas valorisé, ce qui est repoussé dans les marges de la société, la dépendance, la vieillesse. Et effectivement, le but est de retarder le plus possible l'arrivée de cette dépendance. Alors, dans cette hypothèse-là, l'autonomie comme socle de notre identité, comme valeur sociale cardinale, et la dépendance comme altérité, explique ou expliquerait, si on s'en tient à l'hypothèse, expliquerait effectivement le caractère négatif de la représentation sociale de la vieillesse, puisque à travers cette négation, on affirme ce qui est socialement précieux, valorisé, encore une fois, l'autonomie. Donc la représentation se construit aussi sur la peur des individus, y compris les individus qui s'expriment, puisque mon point de départ c'était comment se fait-il que des personnes a priori âgées rejettent la vieillesse comme catégorie d'appartenance. Donc la représentation se construirait sur la peur des individus, notamment âgés, de perdre
leur autonomie, leur liberté, leur indépendance, leur capacité, leur intégrité physique, psychique et morale. Cette perte prenant la forme, pour l'instant dans nos sociétés, d'une chute hors du normal et hors du valorisé. Et dans cette hypothèse-là, les représentations sociales de la vieillesse seraient des représentations à travers lesquelles se mettent en scène et se mettent en acte d'ailleurs aussi, à travers notamment les stéréotypes et les actions qui en découlent, la peur d'une altérité et la défense, la réaffirmation d'une identité et de notre rapport positif fondamental à l'autonomie. Donc voilà, je vous soumets cette hypothèse et je m'arrête là parce que je suis au bout de mes 20 minutes. D'abord, merci de m'avoir invité. Très heureux d'être ici avec vous. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, comme vous l'avez dit précédemment, en fait, on a surtout travaillé sur les octogénaires, voire plus, donc on a suivi pendant 10 ans des octogénaires. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'une certaine manière repartir un peu sur ce qu'a dit Cornelia précédemment, c'est-à-dire qu'il y a en effet des relations assez ambivalentes, en particulier face à la vieillesse et au vieillissement. Et je vais passer assez vite sur cette partie, étant donné qu'elle a déjà beaucoup dit, et je n'ai pas besoin de répéter tout cela. Mais j'aimerais bien vous présenter 2-3 théories qui ont été présentées ou proposées pour dire ce qu'est le bien vieillir, en fait, en gérontologie. Et on voit que là aussi, il y a une opposition forte entre un pôle plutôt autonomie, justement, et un pôle plutôt dépendance, pour reprendre ce que vient de dire Cornelia. Et je vais terminer ensuite, justement, pour vous proposer peut-être une voie un peu du milieu, en tout cas en ce qui concerne le 4e âge qu'on a essayé de définir, en vous proposant justement l'idée de fragilité, fragilisation, comme un des moyens en tout cas de décrire peut-être ce qui se passe au-delà de l'autonomie, au-delà de ce 3e âge de retraités qui sont très actifs et qui seront représentés tout à l'heure par Roland Kopisch, qui est un très bon exemple de cette retraite très active. D'autant plus que je travaille avec lui et je sais de quoi je parle. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais évidemment, on a plein d'images, d'Épinal ici d'ailleurs, qui sont très connues et que tout le monde utilise dans les cours, mais qui nous disent en gros qu'il y a en effet un processus de déclin. C'est évidemment l'image partagée que la plupart d'entre nous avons, où on finit ici à 100 ans dans un âge d'imbécilité ou d'enfance, comme c'est décrit ici, avec évidemment aussi, toujours dans ces images, un passage très brutal pour les femmes. Lorsqu'elles ont eu leur enfant, vous voyez que le visage rentre carrément dans la vieillesse, donc il y a évidemment des définitions aussi biologiques de l'entrée dans la vieillesse. Même si c'est encore la montée, on voit bien qu'entre les 10 ans ici, il y a un saut qualitatif énorme. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on trouve encore aujourd'hui chez les Sims par exemple. Vous voyez que dès qu'il y a l'enfant, ensuite c'est la vieillesse, en gros pour les femmes. Hein. C'est quand même une image assez partagée, malheureusement. Mais plus généralement, la gérontologie, et c'est exactement ce qu'a dit les études sur les stéréotypes, nous disent en effet qu'il y a une certaine ambivalence des stéréotypes, avec beaucoup de stéréotypes négatifs. Hein, les personnes âgées sont séniles, lentes, dépendantes, sourdes, voûtées, impuissantes, etc. Il y a tout un ensemble de stéréotypes qu'on traite souvent sous le terme d'agisme. Mais aussi, évidemment, qu'il y a plus de sagesse, c'est des gens gentils, l'image de la grand-mère, vous avez ici, souriante et gentille, chez qui on peut aller et manger un gâteau. Il y a quelque chose aussi très présent. Ce que je voulais juste dire avec cela, c'est que c'est aussi une opposition qu'on retrouve en gérontologie dans les théories classiques, en tout cas de la gérontologie. On retrouve exactement le même type de représentation. Les premières théories qui ont fait école, disons, dans le domaine de la gérontologie, sur le comment bien vieillir, en fait, c'est d'une part la théorie du désengagement, qui a été très influente, surtout donc, le modèle parsonien, sociologie fonctionnelle, etc., qui nous dit en gros la retraite, mais on est dans les années, voyez, où la retraite justement s'institue, comme disait Cornelia. En gros, la retraite, c'est se reposer. La personne se désengage de ses rôles sociaux, de son rôle de travailleur, de parent, etc., pour se reposer, parce qu'il a droit au mérite, enfin, il a droit au repos,
et c'est vu comme quelque chose de fonctionnel, quelque chose de positif pour la personne âgée. C'est comme ça qu'elle peut bien vieillir, en fait, et se préserver des risques du vieillissement ou de la sénescence. Et puis, dans les mêmes années, en fait, on a une autre théorie qui s'oppose, qui nous dit exactement le contraire. Ce qu'il faut, c'est rester actif. C'est une théorie de l'activité, qui est reprise après sous différentes formes, comme on le verra, qui dit au contraire, il faut que la personne fasse du sport, soit active au niveau culturel, au niveau, etc., continue d'être très active. Et en fait, on a toujours cette opposition aussi dans la littérature, et même dans les résultats, jusqu'à aujourd'hui, en fait, où les théories du vieillissement réussi, alors qu'ils sont peut-être moins normatives dans le sens où, voilà ce qu'est bien vieillir, elles reconnaissent toujours une certaine différence entre les individus, pas tout le monde vieillit en même temps, enfin à la même vitesse, ont certainement repoussé aussi l'âge auquel c'est plus la retraite, c'est évidemment plus tard, et les âges qu'a cité Cornelia tout à l'heure, 70, 80 ans, 80 ans, il faut dire 80 ici, font que les personnes évidemment maintenant s'identifient certainement à un âge plus avancé. Mais d'une part, on a une version en guillemets américaine de Rowan Kahn, qui était très influente sur le successful aging, qui nous dit en gros, il n'y a pas de fatalité au vieillissement. Une théorie qui a eu beaucoup de succès dans le milieu médical, entre autres, pharmaceutique aussi, évidemment, qui nous dit on peut combattre la vieillesse, on peut rester jeune. Et donc, il est possible de garder ses ressources de santé physique, psychique, ses activités sociales. Face à cela, on a exactement dans les mêmes années une autre théorie qui nous vient d'Allemagne, d'une autre perspective de psychologues, qui sont Margrethe Baltes et Paul Baltes, qui, exactement la même année, sous le même type de Successful Aging, nous donne une autre vision du vieillissement qui est beaucoup plus, en fait, une lutte pour continuer à développer des capacités, pour maintenir l'acquis et pour freiner, en fait, les pertes inévitables qui sont dues au vieillissement biologique, en particulier au physiologique, qui sont pour eux inévitables, par contre, une version quand même différente du Successful Aging, où le grand mot, en fait, c'est l'adaptation. Comment est-ce qu'il faut s'adapter, en fait, à ce vieillissement qui est inéluctable. Alors, Rowan Kahn a eu beaucoup de succès, et pour eux, en fait, ils ont incité les chercheurs à surtout s'intéresser donc à ce vieillissement réussi, c'est-à-dire à s'intéresser à ces gens robustes qui échappent, en fait, d'une certaine manière, aux signes les plus évidents de la vieillesse, et ils donnent quelques exemples. Mais en même temps, c'est une théorie qui est fortement critiquée. Pour eux, en fait, 30% du vieillissement réussi, donc faible probabilité de maladie, d'accident ou d'incapacité, donc il y a quand on parle de dépendance, des capacités cognitives et fonctionnelles élevées, et évidemment aussi une vie relationnelle, un engagement dans les activités de la société, qui font que pour eux, c'est la définition du vieillissement réussi. Et ce qui est intéressant quand même pour nous autres, les sciences sociales, c'est quand même, ils nous disent, certes la biologie, mais ce qui est important en fait, ce sont des variables sur lesquelles les gens peuvent agir, sur leur style de vie, et que, par leur alimentation, par leurs activités. Donc c'est très proche de la théorie de l'activité, d'une certaine manière. Les gens peuvent agir sur leur vieillesse, c'est une vision très volontariste en fait du vieillissement. Alors, j'aimerais rappeler ici que ces théories ne sont pas non plus indépendantes, évidemment, d'un changement démographique dans la société. Ce n'est pas un hasard, c'est dans les années 50, on a des théories qui commencent à émerger avec l'image de la retraite et du troisième âge. Il n'est pas non plus étonnant que dans les années 80, on commence à parler de ce vieillissement réussi très volontariste. Et Neugarten, déjà en 1974, nous dit peut-être qu'on a été, en fait, d'une certaine manière, aveuglé par l'émergence justement de ce troisième âge, qui est le nouvel âge de la vie, en fait, qu'on a dans le parcours de vie. Le quatrième âge, les vieillards, d'une certaine manière, ont toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est ce troisième âge, ces 20 années après la retraite, où les gens peuvent encore faire plein de choses. Et du coup, on a une vision très optimiste du vieillissement que peut nous donner Rowan Kahn en nous montrant tous ces exemples de personnes âgées qui vieillissent. Je vais passer je pense que vous allez faire de la démographie un jour, je vais passer assez vite là-dessus. J'ai vu dans le livre, en tout cas, vous aurez tout cela. En Suisse, évidemment, je vais juste dire deux mots. C'est dans les années 30, 20, 30, 40 que commence à émerger le troisième âge, disons que une population importante, passant de 5% à plus de 11% dans l'année 2000.
Et puis c'est beaucoup plus tard, en fait, en particulier dans les années 80, que les 80 et plus commencent vraiment à se multiplier dans la société en termes de pourcentage. Actuellement, on a un certain fléchissement ici des 65, 79 ans, qui est dû simplement qu'il y a beaucoup de monde qui y arrive. Donc il y a une sorte de maximum quelque part qui est atteint. On va certainement aussi avoir un peu cette tendance avec un décalage, évidemment, pour les 80 ans. Et puis j'étais effaré dernièrement, je me suis amusé à reporter des centenaires en Suisse depuis 1960 à 2006. Et ça va être la prochaine, évidemment, vague pour les études en gérontologie. En 1990 encore, on a 400 centenaires en Suisse. Et ils étaient une cinquantaine en 1960. Mais depuis 1990, en fait, on a, en 16 ans, on passe de 400 à 2700 en Suisse. Il y a un boom démographique extraordinaire. Et donc bientôt, on aura du travail jusque-là. Avant, évidemment, c'était dur de faire des études, mais ça va arriver très vite. Et alors, évidemment, ça donne de plus en plus d'exemples aussi de gens qui vont bien, de gens qui surmontent les problèmes de la vieillesse. Sur l'ONCAL, j'irai très vite, mais évidemment, il y a une forte critique, dont certaines écrites par Cornelia, dernièrement aussi, dans un article de la revue suisse de sociologie, si je ne me trompe pas. Donc, une vision très volontariste, évidemment, souvent élitiste aussi, qui s'applique à une minorité en fait, de personnes, parle d'attention aux inégalités sociales, évidemment, dans ce sens-là, et donne en fait la responsabilité du vieillissement aux individus. S'ils peuvent agir sur leur style de vie, évidemment, on va leur dire aussi débrouillez-vous. Mais cette vision, en fait, elle peut être étayée par la recherche. Et puis surtout, il y a des critiques, par exemple, de Mazzaro en 2001 qui dit mais on peut être robuste, on a fait un certain temps, mais qu'est-ce qu'on devient après, hein? Parce que souvent on n'a pas de suivi longitudinal justement des personnes. Et donc évidemment on peut dire telle personne va bien à tel moment. Et d'après lui, en fait, les personnes les plus robustes sont aussi celles qui auront le plus longue fin de vie en dépendance. Et donc tout cela, évidemment, est très complexe. Et c'est à partir de cette situation, en fait, que, avec Christian Lalli d'Épinay, qui est un sociologue genevois, nous a été menée une étude longitudinale donc, sur les personnes très âgées, donc à partir de 82 ans en moyenne, 82 ans. Donc, avec l'idée que ce qui caractériserait ce quatrième âge, ce n'est ni la dépendance, d'une certaine manière, ni l'autonomie, mais quelque chose entre deux, qui est moins facile à définir, qui serait la fragilité. C'est un livre, en effet, comme on vous l'a dit, qui vient d'être publié, enfin, il y a quand même quelques mois maintenant, qui s'intitule Les années fragiles. Et je vais passer là-dessus. Donc, l'idée, c'est que le problème, à la base, c'est de dire est-ce que les dernières années de vie, donc ce quatrième âge, est constitué d'années en bonne santé, pour qui, combien de temps, et également, est-ce qu'au contraire, l'allongement de la vie ne ferait pas l'allongement de la dépendance, l'allongement des problèmes qu'on va avoir. Hein, ce sont les grosses thèses qu'on peut avoir sur la fin de vie. Et dans la littérature, il a émergé un nouveau concept, la fragilité, qui n'est pas encore très bien défini. Il ne faut pas me poser trop de questions sur la définition. On va vous en donner une, mais qui n'est pas encore acceptée ou qui n'est pas partagée, disons, par la communauté scientifique. La seule chose sur laquelle les gens en gérontologie, en gériatrie, sont assez d'accord, c'est de dire, avec la sénescence, il y a clairement des pertes de ressources, hein, de différents systèmes, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit lié à l'énergie. Et donc, la santé ne peut plus être définie seulement par exemple par rapport à des activités de la vie quotidienne dont a parlé Cornelia tout à l'heure. Hein, si je peux me déplacer d'une chambre à l'autre, si je peux manger, si je peux m'habiller, des choses vraiment de la vie quotidienne. Mais il faut avoir des définitions multidimensionnelles. Ce concept de fragilité, d'abord multidimensionnel, va attaquer différents systèmes, s'intéresser à différents systèmes de fonctionnement. L'énergie, par exemple, est assez centrale dans toutes ces définitions. Les personnes très âgées nous disent c'est plus difficile, ça prend plus de temps. On a des narrations de personnes qui peuvent prendre une douche pendant une demi-journée, hein, parce qu'il y a des temps de se déshabiller, c'est pas facile, d'enlever des chaussettes, c'est pas des choses très simples qui pourraient. Des jeunes, souvent c'est très simple, deviennent très compliqués, il y a des risques de tombe, de chute, on fait très attention. Se laver dans tout le corps n'est pas évident non plus, parce que évidemment, plus de la souplesse, les choses
on a des douleurs, etc. Donc évidemment, l'énergie est très centrale. Mais d'autres dimensions aussi, des capacités sensorielles, évidemment, sont importantes aussi pour la vie en société. On fait une application ici. Si vous entendez mal, vous pouvez voir les conférences, vous n'allez pas dans des associations, vous allez pas, etc. Si vous avez plein lire, de même, vous avez plein de difficultés dans la société. Donc vous sortirez moins, vous vous sentez plus insécure, etc. Évidemment aussi des compétences cognitives, évidemment aussi des symptômes dépressifs. Enfin, on peut évidemment avoir tout un ensemble de fragilités qui peuvent s'installer avec le grand âge. Donc on a utilisé une définition, mais par rapport à du matériel en fait, empirique qu'on avait. Donc on avait des pertes de réserve physiologique, on a mesuré des pertes sensorielles, des pertes motrices, des pertes d'énergie, des pertes liées à la mémoire. Enfin, on a fait différentes mesures et on a défini la fragilité comme au moins deux systèmes atteints sur les 5 qu'on avait définis. Ce qui veut dire aussi que chaque personne n'a pas la même fragilité. Ce qui est aussi important à souligner, c'est-à-dire que quand on définit 2 dimensions parmi 5, et donc on ne cumule pas toujours les mêmes, et donc c'est une définition aussi qui englobe des situations beaucoup plus diverses, avec des différences entre les individus justement sur la fragilité, sur comment elle s'installe, comment elle se développe chez les personnes. Je suis sûr que je suis beaucoup trop long, comme d'habitude, tu me contrôles un peu, d'autant plus qu'il y a plus rien qui marche. Ok. Donc on a distingué 2 concepts qui nous semblent fondamentaux. Le premier, c'est un processus. Un processus qu'on prend universel, on définit comme universel, qui serait cette fragilisation. On ne peut pas échapper d'une certaine manière, en tout cas c'est notre postulat, à justement une fragilisation de différents types de systèmes qui nous permettent de fonctionner dans la société, chez nous, et qui sont liés en particulier à la sénescence, au déclin biologique. Enfin, on ne nie pas qu'il y a une sénescence, qu'il y a un déclin biologique, qu'il y a une perte de réserve aux différents systèmes, de l'énergie, etc. Mais en même temps, la fragilité elle-même est un état qui est le résultat, qui peut être le résultat de ce processus, comme peut l'être d'ailleurs la dépendance aussi, à un stade plus ultérieur, mais qui n'est pas forcément normatif. Et pas tout le monde, en fait, va être atteint de fragilité. Tout le monde va passer par une certaine fragilisation avec l'âge, mais on ne pense pas, avec des vitesses différentes aussi, etc., mais on ne pense pas que la fragilité ou la dépendance émerge forcément chez tout le monde. Ceci étant dit, également la fragilité, pour nous, peut être définie aussi comme un manque de résilience. C'est-à-dire que lorsque on est fragile, on peut toujours fonctionner très bien. Simplement, on est plus à risque qu'il nous arrive quelque chose. Comme un verre, pour prendre un image de ce qui est fragile, tant qu'on ne le lâche pas, il peut durer très longtemps. Alors que si on le lâche, c'est fini. Et de même, on a un peu cette conception de la fragilité, c'est que la personne âgée, avec ses pertes de ressources, peut continuer à fonctionner, tant qu'elle ne se met pas dans certains risques de chute, qui est quelque chose de très fréquent évidemment, tant qu'elle ne s'expose pas à certains risques qui sont évidemment plus forts lorsqu'on est fragile. Alors, avec cette définition, en fait, et contrairement par exemple à la dépendance, on avait suivi une logique des activités de la vie quotidienne, on arrive en effet, ici vous avez par exemple la situation à la première observation, donc les gens avaient 82 ans en moyenne. On a en effet, avec cette définition, à peu près 50% des personnes qu'on a interrogées qu'on peut qualifier de fragiles. Donc ça serait une situation en effet assez majoritaire, en tout cas, dans ces âges-là, auxquels on peut rajouter une minorité de dépendants. Et puis aussi, en effet, on a un bon 40%, 82 ans, de personnes qu'on pourrait qualifier de robustes. Des gens qui échappent, en tout cas, à l'accumulation de problèmes, de douleurs, etc., qui sont liés à la fragilité. Donc des situations quand même différentes, qui confirment d'une certaine manière qu'on peut en effet vieillir très longtemps avec une certaine autonomie ou indépendance, par contre, quand même, une situation où la fragilité est quand même majoritaire. De même, lorsqu'on regarde l'évolution sur 5 ans ici, de ces 3 états, donc, dans notre échantillon, on voit que la fragilité reste, ici vous avez en gros tous les 80 ans, 80 à 89 ans, 80 à 89. Et donc, vous voyez que c'est quand même la situation majoritaire, en tout cas jusqu'à 89 ans. On a des données jusqu'à 94 qui donnent à peu près la même chose.
Et puis la dépendance reste assez stable et tend quand même à diminuer vers la fin, alors que la dépendance rejoint en fait d'une certaine manière, au niveau en tout cas des proportions, la proportion d'indépendants lorsqu'on est en moyenne à 87 ans. Donc on voit quand même que la fragilité reste la situation majoritaire et que la dépendance, pour l'instant en tout cas jusqu'à ces âges-là, ne remplace pas ou ne devient pas la situation la plus normative. Finalement, je crois que c'est le dernier, si tout va bien, oui. On s'est intéressé, comme je l'ai dit, on ne va pas tous à la même vitesse dans la vieillesse et dans la sénescence. Évidemment, il y a des différences entre les individus. Et une autre échelle de temps, c'est la distance au décès. On suit les gens, on sait quand ils meurent, on a un suivi de mortalité, et donc on met le temps zéro, si vous voulez, au décès, et on regarde ce qui se passe avant. Donc ils n'ont pas le même âge, forcément au décès, évidemment, mais on regarde comment se fait la fin de la vie, les dernières transitions de santé. Et en fait, dans ce tableau, on a résumé, donc vous avez le décès ici. Les étudiants me disent toujours que c'est un symbole un peu trop chrétien, mais je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant. Vous avez ici en fait différentes trajectoires que nous avons observées. Alors, le rêve de chacun, évidemment, de mourir dans son lit en bonne santé. On n'est pas sûr qu'ils soient morts en bonne santé, parce qu'évidemment, on les interroge tous les 12 ou 18 mois, donc il y a toujours un trou entre deux où on ne sait pas ce qui se passe. Mais en gros, disons qu'il y a 6 mois, en moyenne, où les gens, en effet, échappent à nos observations d'une certaine manière. Donc en 6 mois, il peut s'en passer des choses, évidemment. Mais avec nos observations, disons, qui sont répétées toutes les années, en gros, on a 15% des trajectoires de gens qui arrivent. La dernière fois qu'on les a mesurés, en tout cas, étaient indépendants, autonomes avant de décéder. Ce qui est pas mal. Ça nous laisse une chance, en tout cas. À l'inverse, vous voyez qu'une grande période de dépendance, sans passer par la fragilité, donc indépendance, dépendance et décès, est très rare, en fait. Le déclin rapide de l'indépendance à la dépendance, ce n'est pas quelque chose qu'on a observé beaucoup dans nos données, puisqu'il y a que 7% en fait des trajectoires qu'on a observées, les chiffres sont assez petits, parce qu'on a un échantillon de 340, on arrive à 150 personnes décédées dans ce tableau. C'est pas énorme, c'est pas représentatif forcément de la Suisse, mais enfin ça nous donne une idée en tout cas de certaines proportions. Et en fait, il y a 80%, 80% de gens qui, en gros, passent par la fragilité d'une manière ou d'une autre. Et il y a deux manières en gros, puisqu'on a fait un tableau assez simple. Il y en a en gros la moitié qui était fragile lorsque la dernière fois qu'on les a vus en cas d'essai. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent. 4 sur 10, 2 sur 5 des personnes qu'on a observées, en fait, n'ont pas passé par la dépendance, en tout cas pas par une longue période de dépendance, mais sont décédés dans cet état de fragilité. Et puis on a une autre proportion à peu près équivalente de gens, en effet, qui font une sorte de déclin graduel, indépendance, fragilité et dépendance avant le décès. Et l'image, en fait, qu'on a souvent peut-être la plus fréquemment, en fait, dans l'imaginaire, dans les présentations, de comment la trajectoire se fait, pas forcément la vieillesse, l'état, disons, mais comment, en fait, le chemin se fait. Donc, je crois que je vais arrêter là, en fait, non? Ce sera mieux. Je suis sûr que je suis trop long. Non? Je peux juste dire ça? Ok. Au niveau des conclusions, très simplement, donc l'idée qu'on vous propose, et qu'on est prêt à discuter évidemment avec vous, parce qu'il n'y a pas de consensus, c'est l'idée de penser que la fragilité, ou en tout cas la fragilisation, est l'état normal, disons, de la personne du 4e âge, qu'il y a de fortes différences entre individus. Il y a des gens qui restent en effet indépendants, autonomes, très longtemps. Évidemment, on pense aussi qu'ils sont fragilisés d'une certaine manière, mais disons qu'ils arrivent à fonctionner et que ça ne se voit pas forcément dans les mesures habituelles qu'on utilise en gérontologie. Et puis, évidemment, il y a aussi, comme toujours, des différentiels. Alors, ici, en fonction du sexe des personnes, les femmes sont beaucoup plus fragiles que les hommes en général. C'est-à-dire qu'il se passe deux phénomènes. Les hommes meurent avant, donc la sélection se fait avant. Il y a moins d'hommes qui arrivent dans les grands âges, évidemment. Mais ceux qui arrivent dans les grands âges, ce sont plus robustes. Et ce sont souvent les femmes, en fait, qui accumulent des problèmes liés à la fragilité, liés à la dépendance, beaucoup plus fréquemment, en fait, que les hommes. Donc il y a un double phénomène ici, c'est qu'en gros, les hommes sont moins sûrs d'y arriver, mais s'ils y arrivent, ils ont plus de chances, en fait, de bien s'en sortir. En gros. Finalement aussi, je voulais juste dire, c'est que comme les trajectoires les plus fréquentes sont à la fois l'indépendance, justement, rester en indépendance, rester en fragilité, ou rester en dépendance d'ailleurs aussi, sont en fait des états assez stables dans le temps,
Il n'y a pas vraiment de déclin très marqué pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a différents destins en fait, dans la grande vieillesse. On n'a pas tous le même chemin. C'est aussi pour ça qu'on fait ces chemins. C'est pour montrer en effet qu'il y a une diversité de trajectoires. Toutes les trajectoires sont parcourues en général, dans ce qu'on a pu observer, mais certaines sont plus fréquentes, et en particulier celle de passer par la fragilité. Voilà.